Chers amis de la RH, aujourd'hui nous entrons dans l'univers passionnant de l'assurance en partant à la découverte d'Aviva, un des premiers assureurs européens. Alors le secteur de l'assurance est en plein Big Bang avec l'arrivée d'un cortège d'innovations, blockchain, AssurTech. C'est un secteur qui doit réinventer ses métiers. Télétravail généralisé, formation à distance, gestion du changement, nous sommes partis à la rencontre d'un DRH aux manettes d'un des plus grands assureurs pour qu'il nous raconte justement comment il a tenu la barre en cette période inédite. Alors Jean-François, vous avez plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance et aujourd'hui vous êtes donc DRH d'Aviva France. Comment vous définiriez votre culture d'entreprise ? Je définirais cette culture sans doute par deux mots. Le premier mot, c'est bienveillance. Aviva a une très forte culture de la bienveillance des collaborateurs entre eux et de l'entreprise vis-à-vis des collaborateurs. Alors, des collaborateurs entre eux, je vais donner un exemple très simple. Quand un collaborateur arrive chez Aviva, il reçoit une carte de bienvenue où l'ensemble de ses collègues, de ses nouveaux collègues, de ses futurs collègues, ont mis un petit mot sur cette carte pour souhaiter à ce collaborateur, ce nouvel entrant, bienvenue dans le groupe, bienvenue dans l'équipe. J'ai toujours vu des cartes d'au revoir, là j'ai une carte d'accueil. Bienveillance du groupe, de l'entreprise vis-à-vis des collaborateurs. Je vais rappeler que Aviva a été pendant longtemps, et encore une des rares entreprises, à avoir créé le congé de parentalité pour le second parent, quel que soit son sexe, congé de 10 semaines complètement payé par l'entreprise. Il y a plusieurs années, on avait déjà introduit le télétravail et on est sans doute une des compagnies les plus en avance puisque avant la crise, on avait déjà droit, là où les technologies le permettaient, le métier le permettait, à 2 jours de télétravail par semaine. Tous les collaborateurs sont vus dotés d'un ordinateur portable il y a plusieurs années et d'un téléphone portable avec téléphonie illimitée et 1 giga de données pour des transferts de data. Tous les espaces de travail ont été refaits et je suis aujourd'hui à Bois-Colombes quand je vous parle et à travers ma fenêtre, je ne vois pas d'autre tour ou une rue, je vois un grand parc qui est celui du siège d'Aviva dans lequel nous avons des tables, nous avons des chaises. En été, on nous organise une cuisine d'été pour qu'on puisse, pour ceux qui ne sont pas en vacances, aller manger dehors d'une grillade ou d'une salade. C'est quand même beaucoup plus sympathique que de déjeuner dans un restaurant d'entreprise. Le deuxième terme pour qualifier la culture, c'est la culture client. Et les deux vont avec, j'y reviendrai. La notion de culture client est quelque chose de très développé chez Aviva. Dans le groupe Aviva, nous avons déjà la Eurofil, qui est avant une filiale qui nous a complètement intégré dans le groupe de vente directe de produits d'assurance. Le service au client, l'approche client est quelque chose de très développé. Et les deux vont ensemble. Si le groupe est bienveillant, l'entreprise est bienveillante vis-à-vis de ses collaborateurs, c'est pour qu'ils aient tout l'engagement pour bien servir nos clients. En quelque sorte, on applique ce qu'on nous dit quand on prend l'avion. Vous savez qu'au moment du décollage d'un avion, on nous fait l'épisode comment il faut positionner au cas où le masque à oxygène. Et l'hôtesse ou le steward ont toujours une phrase du style: vous commencez par bien ajuster le masque sur votre nez et sur votre bouche. Une fois que vous respirez bien, vous pouvez aller vous occuper des autres, de vos enfants ou des autres passagers qui auraient des difficultés à mettre le masque à oxygène. Nous avons le même principe. L'entreprise veut bien s'occuper des managers et bien s'occuper des collaborateurs pour que les managers s'occupent bien des collaborateurs et que les collaborateurs s'occupent bien de nos clients. Les collaborateurs qui sont bien dans leur peau, qui ont conscience que l'entreprise fait le maximum pour eux, et je vais vous donner un exemple lié à cette crise, sont beaucoup plus engagés, donc beaucoup plus au service de nos clients. Pendant cette crise Covid, peut-être vous me poserez d'autres questions, mais nous avons été, à ma connaissance, la seule entreprise qui, très rapidement, dans les 2 ou 3 premières mesures que nous avons prises, nous avons décidé de réduire le temps de travail des parents pour qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants qu'ils avaient à la maison, qui leur faisaient l'école. Nous avons réduit entre 30 et 50% selon les situations, âge des enfants, handicap ou pas handicap, etc., sans naturellement avoir aucun impact sur leur salaire.
ni sur l'endroit à congé, etc., etc. Encore une fois, être bienveillant vis-à-vis des collaborateurs, c'est bien servir nos clients. Très bien, et justement, Jean-François, venons-en à la crise du Covid-19, vous en parliez à l'instant. Quels ont été finalement vos principaux challenges et qu'est-ce que vous avez mis en place pour y répondre? Alors, premièrement, il faut se souvenir que l'on sortait de cette période de grève des transports liés aux retraites, qui nous avait conduit en amont à nous préparer à cela. Nous avions juste fin novembre, tout début décembre de 2019, multiplié par 4 la capacité de notre VPN pour permettre à tous les collaborateurs de se connecter à distance. Et tout à l'heure, je vous ai dit que tous les collaborateurs avaient des ordinateurs portables. Ils avaient en plus un téléphone mobile avec eux, si bien que dès qu'on a décidé de mettre quasiment 98 ou 99% des collaborateurs en télétravail, on était prêt. Le seul point qui a pris quelques jours, c'était de finir le déploiement de ce qu'on appelle de la softphonie, de téléphonie par IP qui passe par le poste de travail, pour permettre d'avoir également nos clients par téléphone depuis notre domicile. Donc en termes d'organisation informatique et en termes de pratique du télétravail, nous étions prêts. Cela dit, faire du télétravail 2 jours par semaine et passer quasiment à une situation où tout le monde est en télétravail, dans une situation de stress liée au Covid, on a dû quand même ajuster pas mal notre plan. Alors premièrement, on a beaucoup veillé à la communication. Communication générale, et on a pris pendant les premières semaines le principe où tous les vendredis, il y avait un message personnel de notre directeur général ou d'un membre du comité exécutif qui s'adressait personnellement aux collaborateurs pour parler de la vie de l'entreprise, mais aussi pour parler des collaborateurs, et à chaque fois leur rappeler, par exemple, l'importance de se déconnecter, de se reposer. Et tous ceux qui n'avaient pas l'habitude du télétravail, on avait un risque que surengagement leur fasse travailler beaucoup trop. Deuxièmement, alors que ça a été au début un sujet même que l'État a dû régler, nous avons décidé de ne rien imposer en termes de congés payés. Plus exactement, après s'être dit que nous, membres du COMEX, on n'apprécierait absolument pas d'être obligés de prendre des congés dans cette période de confinement, même si on les avait posés auparavant, en se disant tout simplement confiné, on ne va pas se détendre, on ne va pas se reposer. On a donc décidé de permettre aux collaborateurs qui avaient posé des congés et qui allaient arriver sur fin mars ou avril de les annuler. Et on a décidé de reporter à la fin de l'année les droits à prise de congés pour, encore une fois, ne pas forcer des gens à prendre des congés payés pendant cette période de confinement. Pour avoir eu quelques contacts avec d'autres collègues dans d'autres entreprises qui m'ont expliqué que leur congé, très rapidement, s'était traduit par, en fait, du télétravail, puisqu'on ne pouvait rien faire à la maison, donc on retournait sur son poste et on réunit. Deuxièmement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a réduit le temps de travail de 30 à 50%. Pour les enfants, par exemple, en école maternelle ou en école primaire, c'était 30%. Pour ceux qui avaient des bébés, c'était 50%. Pour ceux qui avaient un handicap ou un enfant handicapé, c'était 50%. Et on a même rajouté au bout de quelques semaines une réduction de temps de travail pour ceux de nos collègues qui avaient besoin de s'occuper de leurs parents un peu âgés qui ne bénéficiaient plus du fait du confinement d'aide à domicile. Et puis aussi très rapidement, on s'est dit qu'on allait avoir un certain nombre de problèmes liés à la période. Nos managers avaient été formés au préalable sur gérer des équipes avec du télétravail. Et on ne gère pas du tout une équipe de la même manière quand certains font 1 à 2 jours de télétravail par semaine, du jour au lendemain, tout le monde est en télétravail. Donc très rapidement, les équipes formation qui sont à la RH ont mis en place un site dédié aux managers où on leur a mis un certain nombre de matériaux, e-learning, vidéos, textes, articles, pour comment il fallait manager pendant cette période, comment il fallait être bienveillant pendant cette période. Et puis on a été très rapidement plus loin en organisant des échanges par petits groupes de managers pour partager les bonnes pratiques. La pratique du WhatsApp d'équipe, la pratique du café ou du déjeuner virtuel, etc., pour encore une fois que le lien social qui risquait d'être rompu
par la distance soit au maximum maintenue. Et puis, pour prendre en compte les risques psychosociaux, les RPS, on a très rapidement, je dirais, on a lancé le pilote au bout de la 2e semaine et demie, 3e semaine, créé des ateliers sur le stress et sur le burn-out. On a un partenaire chez Aviva qui est Cali Social, qui nous accompagne depuis plusieurs mois et qui est venu prendre la suite d'une autre entreprise de gestion des RPS. On leur a demandé d'organiser des ateliers sur comment détecter les signes avant-coureurs du stress chez soi, en tant que manager, en tant que collaborateur, comment le détecter dans son équipe, comment savoir en parler, et quelles sont les ressources à disposition pour adresser à des experts le sujet. Oui, donc en effet, on voit bien que finalement cette période de confinement, elle a permis d'imaginer, d'inventer de nouvelles pratiques et méthodes de travail. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'une nouvelle organisation des bureaux. Certaines entreprises vont vers un télétravail généralisé, d'autres suppriment complètement en effet leur bureau. Quelle est justement vous votre vision sur ces bureaux? Il en est hors de question. J'ai eu la demande de certains collaborateurs ou partenaires sociaux, pourquoi on ne resterait pas 5 jours sur 5 en télétravail de manière ad vitam aeternam. Ma réponse, c'est que faire ça, c'est entre guillemets aller vers une ubérisation des sociétés. La culture d'entreprise, le lien social, est quelque chose d'essentiel dans une entreprise et il est créé par des rencontres, par l'informel, par les discussions à la machine à café ou au restaurant d'entreprise. On ne peut pas développer une entreprise, on ne peut pas innover sans la fertilisation que des échanges peuvent créer. Et le à distance, encore une fois, je sais très bien le pratiquer, je sais très bien le pratiquer pour le quotidien, pour servir mes clients, mais pour le développement, pour les projets, pour innover, il faut que les gens se rencontrent. C'est Steve Jobs qui disait quand il avait expliqué pourquoi il avait créé un siège circulaire en Californie, il expliquait qu'il avait créé son siège pour que les collaborateurs se rencontrent par hasard. Et en expliquant que le hasard de ces rencontres, il naîtrait des innovations. Le lien qu'on crée dans un immeuble est essentiel. Donc, on n'ira pas vers 5 jours de télétravail sur 5. On en fera peut-être demain un peu plus. On a annoncé qu'on prendrait le temps de la réflexion. On a demandé à toutes les équipes de nous faire un retour d'expérience sur la période qu'on venait de passer, qu'est-ce qui avait bien marché, moins bien marché, et qu'est-ce qu'on pouvait pérenniser pour l'avenir, parce qu'il y a une forte attente du télétravail. Je pense qu'on a de plus en plus de collaborateurs qui vont adhérer à l'accord qui existe déjà. On verra dans quelques mois, quand on sera un peu plus avec du recul, comment on fait évoluer notre télétravail. Et puis, cette crise sanitaire nous a fait montrer quand même qu'on pouvait faire plein d'autres choses auxquelles moi-même, je ne pensais pas que c'était possible. On peut peut-être demain imaginer que des équipes auxquelles je donnais moi les règles du théâtre antique, c'est-à-dire l'unité de lieu, donner non pas l'unité de temps, mais l'unité de ton. Peut-être qu'en fait demain, je pourrais avoir des équipes sur 2 sites. Peut-être que demain, je pourrais accepter que des collaborateurs, alors qu'ils travaillent aujourd'hui en Île-de-France, aillent travailler en province, s'installent éventuellement dans des espaces de coworking que je pourrais créer dans mes sites de province, et viennent une fois tous les 15 jours dans une réunion d'équipe, des petites implantations. Donc on peut imaginer beaucoup de choses, on va y penser, on va y travailler, mais encore une fois, je n'irai pas vers 5 jours de télétravail, car le lien social pour toutes les équipes est quelque chose d'extrêmement important. En revanche, tout ça nous donne beaucoup plus de souplesse. On va, par exemple, aujourd'hui, on avait des processus de branding qui nous posaient toujours problème pour nos collègues de province quand ils arrivaient. Il fallait les faire venir à Paris, c'était un peu lourd. Là, on est en train de revoir complètement notre processus d'onboarding pour faire une partie digitale et puis une partie physique plus limitée dans le temps qui nous permet d'être beaucoup plus agile. En effet, on l'a vu, on sait bien que la période de confinement a été un véritable challenge et il a fallu en tant que DRH traiter un certain nombre de sujets. Mais la période de déconfinement n'en est pas moins compliquée. Est-ce que vous pouvez également nous parler des différents défis que vous devez
aborder et affronter pendant cette période? Alors, le déconfinement est beaucoup plus compliqué que le confinement. Le confinement, c'est caricature. On était prêts. Mais ça a été un mail qui a dit, et un SMS, qui a dit à l'ensemble des collaborateurs, demain vous restez chez vous. On avait préparé tout ça avant. Le déconfinement, c'est effectivement une autre opération. Et il a fallu déjà repenser comment on allait travailler dans les sites. Comment on implantait en quelque sorte les gestes barrières dans nos sites. Donc on a beaucoup travaillé pour rendre visibles les gestes barrières. C'est le fait que, par exemple, on travaille chez Aviva, ce qu'on appelle par des marguerites ou des benches de 4 bureaux. Dans les premières périodes, on disait une personne par bench de 4. Donner à la personne 15 mètres carrés, bien au-delà des 4 mètres carrés demandés par l'État. Dans le restaurant d'entreprise, on a organisé pour que les gens ne soient pas côte à côte ou en face l'un de l'autre. Et on a mis en place un système de nettoyage en permanence pendant l'heure du repas, bien que les gens voyaient constamment des personnes nettoyer les fontaines à eau, ou quand un collaborateur quittait sa table, vous voyez tout de suite que sa place était renettoyée par des gens. De la même manière, dans les espaces de travail, on a nettoyé plusieurs fois par jour, par exemple les poignées, pour que les poignées des sanitaires qu'on ne peut pas laisser ouverts soient constamment propres. On a multiplié les points de distribution du gel hydroalcoolique. On a donné naturellement des masques à tout le monde. Et dans la période qui va s'ouvrir dans les jours qui viennent, là on faisait une distribution chaque jour. On va donner carrément une boîte de 50 masques d'un seul coup pour tenir une longue période. Et tout ça, on l'a également accompagné d'une part d'une communication constante. Toutes les semaines, il y avait des informations, une phase question qui était mise à jour. Et enfin, et j'aurais pu en parler tout à l'heure aussi pendant la période de confinement, on a mis en place un baromètre social hebdomadaire qui nous ont permis donc depuis maintenant mi-avril, je dirais, ou début avril, on doit être à la 8e ou 2e semaine, voire plus, poser un certain nombre de questions à nos collaborateurs, à nos collègues, pour savoir quel était leur état d'esprit, quelles étaient leurs attentes, quelles étaient leurs inquiétudes. Qui nous ont permis de suivre, quand on a fait des actions de communication, leur impact. Les collaborateurs, enfin nos concitoyens, je vais généraliser, ont été quand même très marqués par cet événement sanitaire où on se croyait, nous Français, nous Européens, protégés un peu de ces pandémies qu'on voyait très loin de nous. On l'a eu. On voit bien tout le débat qu'il y a eu pendant cette grande période, est-ce qu'elle était prêt ou pas. Il n'empêche que notre ego d'Européens, notre ego de Français en a pris un coup. On est aussi, nous, sujets à des pandémies, alors qu'on croyait maîtriser notre santé. Il y a eu, et il y a encore, une vraie crainte de prendre les transports en commun. Et donc, pour y faire face, on a décidé, c'est énormément apprécié, d'élargir les plages horaires d'ouverture des sites. On les a ouvertes dès 6 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir, pour permettre aux gens de venir, quand ils doivent venir en transport commun, en dehors des moments où les transports en commun étaient les plus utilisés, en dehors de la plage 7h30, 9h. Et ça a été apprécié. On leur a permis, ce qui n'était pas prévu dans notre accord, mais c'était en quelque part une décision de l'entreprise, de mixer leur journée avec je commence en télétravail, je viens en demi-journée, en milieu de matinée, pardon, dans le site, et je repars en début d'après-midi pour finir ma journée en télétravail. Et comme ça, je peux participer à une réunion, je peux participer à un échange, je peux avoir un moment informel avec des collègues autour d'un café, etc. Donc on a essayé de trouver tous les dispositifs en se disant il faut multiplier les dispositifs qui permettent à chacun des collaborateurs de trouver la formule qui va le plus rassurer. Alors justement, Jean-François, on sait que l'e-learning a joué un rôle clé pendant la période de confinement, justement pour former les managers aux nouvelles méthodes de management à distance. Et on sait qu'elle va aussi jouer un rôle clé pendant la période de déconfinement, avec justement rappeler les gestes barrières et aussi participer à redonner confiance aux collaborateurs. En matière d'e-learning, comment vous vous situez? Quelle est votre maturité? Alors je dirais que notre maturité est en progrès. J'ai présenté en octobre dernier, donc avant les grèves, avant le confinement,
un plan à nos partenaires sociaux et un plan aux collaborateurs consistant à leur dire que nous allions leur accorder à partir du 1er janvier 2021, et je dirais pourquoi le 1er janvier 2021, un crédit de 30 heures par an pour qu'ils puissent aller à leur volonté se former sur nos sites intranet que nous avons déjà développés. Nous avons accès à LinkedIn Training depuis pas mal de temps, mais cela, moi, me suffisait pas. Et donc, j'ai lancé ce plan avec cette notion de 30 heures, et surtout, j'ai demandé à ce qu'on se prépare à accompagner cette utilisation. C'est-à-dire qu'on est en train de développer, alors on a pris un peu de retard naturellement avec le Covid, mais on va essayer de le rattraper à l'automne, pour former des gens au coaching de formation. On a essayé de développer des aides en ligne pour que les collaborateurs puissent trouver dans les milliers de contenus de formation que l'on a, des contenus qui correspondent à leurs besoins. De la même manière qu'on a regroupé sur une seule page tout le contenu utile aux managers dans la période de confinement pour manager en télétravail à 100%, on va essayer de développer tout cela. Et puis dans nos sites, on va également développer des endroits où les collaborateurs pourront se remettre à l'écart dans des bulles pour se former. Car si on croit qu'un collaborateur, par exemple, qui est sur une plateforme téléphonique, peut se former depuis son poste de travail, on se plante, puisque son manager ou son superviseur, s'il voit à un moment qu'il y a des appels clients en attente, il aura naturellement, car c'est son job, le réflexe de demander à ses collègues de se remettre à répondre aux clients plutôt que de faire cette formation. Donc il faut qu'il puisse sortir. Donc on avait des contenus, mais qu'on exploitait mal, et donc je suis en train de mettre cette année, et il nous fallait cette année pour le faire, tout l'accompagnement humain et logistique pour qu'on puisse l'utiliser à plein à partir du 1er janvier 2021. Initialement, j'avais dit si on peut faire ça à partir de septembre-octobre, ce serait génial. Là, je ne le dis plus avec le confinement, enfin la crise. Mais c'est notre ambition qu'on garde, donner les moyens, donner envie aux collaborateurs de se former, de suivre l'évolution de leur métier et de suivre l'évolution des technologies. Très bien, donc il y a encore de beaux projets e-learning à venir. J'ai une dernière question pour vous, Jean-François, une question peut-être plus personnelle. Quel livre, lecture, blog, compte Twitter vous pourriez recommander à nos auditeurs? Le premier nom qui me vient en tête, parce que je lis ça très régulièrement, c'est la Harvard Business Review, que ce soit à travers leur site ou la revue papier. Site, c'est pendant l'année, revue papier, c'est pendant mes congés, où je prends beaucoup de plaisir à lire un certain nombre d'articles qui me permettent de réfléchir à un certain nombre de thématiques que j'ai chez Aviva, ou que j'avais avant ailleurs, pour prendre du recul, voir un peu ce qui a été fait ailleurs, écouter ou lire des articles de spécialistes, d'experts, de points précis, pour bien réfléchir à ce que nous devons faire chez Aviva. Donc pour moi, la Harvard Business Review, que ce soit dans la version anglaise, américaine, ou la version traduite en français, est vraiment la revue ou le site que je préfère. Je reçois très régulièrement des mails qui me permettent d'aller piquer des articles en semaine, et encore une fois, plutôt pendant les périodes de congé, où là, c'est mon plaisir de lire ça au moment de la sieste, j'allais dire. Merci beaucoup Jean-François pour cette recommandation lecture et surtout pour ce retour d'expérience très riche. La semaine prochaine, nous partons à la rencontre d'un nouvel expert RH ou learning. À très bientôt. Merci.